Welcome to Universal ORC Web. En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. Geneviève, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse vous présenter. Donc, je voudrais vous présenter une association qui s'appelle la Brigade de protection animale, qui est constituée très majoritairement de membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Je suis arrivée à cette idée que j'ai coutume d'appeler d'ailleurs une idée folle, parce que j'ai eu l'occasion, disons, de participer ou même d'organiser des sauvetages d'animaux. Et je me suis rendu compte que, bien entendu, le fait que des policiers soient réceptifs, c'est-à-dire sensibles à la cause animale, c'était indispensable. Donc, un beau jour, avec deux copines, si on peut dire, sur Facebook, j'ai demandé sur mon mur s'il y avait des policiers, des gendarmes sensibles à la cause animale et s'ils voulaient se faire connaître. Et à l'époque, j'étais très, très loin de m'imaginer que j'allais avoir autant de réponses, si vous voulez. Hein, et on a donc une croissance très rapide, à savoir que là, au bout de 2 ans, on a presque 1000 membres, enfin, on a plus de 1000 membres, mais presque 1000 des forces de l'ordre, ce qui prouve tout simplement que il y avait certainement un manque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y avait des policiers et des gendarmes qui étaient désireux d'aider la cause animale, mais qui en fait ne savaient pas comment s'y prendre. Voilà comment tout a commencé, sur, encore une fois, une idée folle et sans mesurer l'ampleur que ça allait prendre. Peut-être d'ailleurs que si j'avais imaginé que ça puisse prendre autant d'ampleur, je ne serais peut-être pas lancée. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'après, il faut arriver à gérer. Je vous présente un des nombreux sauvetages de la BPA. Cette petite Yorkshire nommée Fiona, âgée de 11 ans, fut adoptée par sa maîtresse alors qu'elle n'avait que 3 mois. Sa maîtresse, hospitalisée à l'hôpital Saint-Antoine, mentionne au personnel soignant que Fiona est seule chez elle et qu'il n'y a personne pour prendre soin d'elle en son absence. L'alerte est donnée par une gendarme de la BPA. Les bénévoles de la BPA se rendent sur place et découvrent l'horreur de la situation. Dans un logement insalubre, Fiona est laissée seule à l'abandon, sans pouvoir manger ni boire. Complètement apeurée, depuis combien de temps Fiona vit-elle ainsi ? Le rendez-vous vétérinaire est pris, le toilettage est fait, offert par Marie. L'équipe de la BPA 77 se démène pour que Fiona puisse enfin commencer une nouvelle vie. Et le soir même, cette petite miraculée voyait enfin son calvaire se terminer. Les portes du bonheur s'ouvraient à Fiona. Les personnes sans domicile fixe sont souvent amalgamées avec les trafiquants. Comment faites-vous la distinction ? Il ne faut pas confondre, bien sûr, les SDF avec les trafiquants. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit du tout, par exemple, de faire la mendicité avec un animal sur un trottoir. Le trafiquant, c'est totalement autre chose. Hein. Déjà, il va détenir son animal de façon souvent extrêmement dure. Et surtout, le repère que l'on a souvent, c'est qu'il change souvent d'animal, tout simplement parce qu'il le traite tellement mal que l'animal ne reste pas en vie très longtemps. Donc là, c'est un indice. Hein. Et puis, il va aussi souvent présenter de très jeunes animaux, très souvent des chiots, hein, de moins de 8 semaines, qui évidemment ne résistent pas très longtemps, surtout si c'est l'hiver. Et souvent, il va essayer de les vendre, ce qui est évidemment complètement prohibé. Donc, si on arrive à établir le trop jeune âge de l'animal, si on arrive à établir la vente illicite, qu'on appelle la vente à la sauvette, sur un trottoir, là, c'est un motif légal de saisie de l'animal. Donc ça, c'est quand même un point de repère.
les gens, si vous voulez, ne se rendent pas compte, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le problème, mais ils ont du mal à faire la différence entre un SDF qui aime son chien, pour lequel c'est un compagnon de vie, et le trafiquant pour lequel, si vous voulez, l'unique objectif, c'est de se faire de l'argent. Et d'ailleurs, il faut bien dire que ces trafiquants eux-mêmes que l'on voit sur les trottoirs sont eux-mêmes victimes. C'est-à-dire qu'il y a des trafiquants au-dessus d'eux, c'est un peu comme le proxénétisme, à savoir que sur l'argent qu'ils récoltent par la mendicité avec cet animal, eh bien, il doit en prélever, enfin, on lui prend, si vous voulez, une partie de cet argent et ça va avec d'autres personnes qui, elles, récupèrent l'argent 2 fois par jour, qui passent régulièrement. Et c'est organisé comme le proxénétisme, à savoir qu'il y a des guetteurs, hein, parce qu'il y a des personnes de la protection animale qui, évidemment, connaissent bien le problème et qui vont essayer de lutter contre ce trafic en dénonçant, en prenant des photos, des vidéos, etc. Il y a des guetteurs qui sont là, justement, pour éviter qu'on les prenne sur le fait. Donc tout ça, c'est très organisé et c'est organisé d'en haut. C'est une pyramide, encore une fois, comme le proxénétisme. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la façon dont ces animaux, donc essentiellement des chiens et des chats, mais majoritairement des chiens, sont élevés dans les pays qui fournissent les trafiquants, donc essentiellement en Europe de l'Est, parce que je peux savoir. Bon, il y a évidemment des personnes, des experts en trafic qui s'infiltrent dans les réseaux et qui arrivent parfois à les démanteler. Et donc, on réussit bien sûr à avoir des informations grâce à eux. Si vous voulez, ces chiens, pour dire, puisque ce sont majoritairement des chiens, encore une fois, sont détenus dans des conditions abominables, jamais soignés, pas vaccinés. Ils enchaînent, les mamans enchaînent portée sur portée. On leur enlève les chiots avant la fin du sevrage. On triche d'ailleurs sur l'âge du chiot, c'est-à-dire qu'on établit de faux papiers, de façon à pouvoir envoyer les chiots le plus vite possible à l'étranger, là où on va les vendre ou les exposer dans le cadre du trafic. Donc, on va falsifier la date de naissance. On va falsifier le carnet de santé en indiquant des vaccins qui ne sont pas forcément administrés, d'où le risque sanitaire d'animaux qui arrivent, par exemple, en France et bien sûr ailleurs, non vaccinés, avec des maladies d'ailleurs transmissibles. Et puis, par exemple, dans certaines manifestations, comme les salons du chiot, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent du trafic, pas seulement, évidemment, il y a aussi des éleveurs honnêtes, je tiens à le souligner. Mais pour ceux qui viennent du trafic, les gens achètent en toute bonne conscience un chiot tout mignon qui tombe malade assez vite parce que tout simplement il n'a pas été vacciné, contrairement à ce qui est indiqué sur le carnet de santé, qui est beaucoup plus jeune que ce qu'on a annoncé, etc. Donc, ces mamans chiennes, si vous voulez, enchaînent les portées. Et il y en a ne voient jamais la lumière du jour, vivent pour certaines dans leurs excréments. Enfin, c'est uniquement une question d'argent, évidemment. Il n'y a aucune compassion pour ces pauvres animaux. Donc là, il y a une loi de protection animale qui vient d'être votée et qui, bien entendu, va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures qui ont été adoptées et qui vont permettre de limiter le trafic en particulier. Mais pour nous, évidemment, ça ne va pas assez loin. Par exemple, on n'aura plus le droit de présenter des chiens et des chats à la vente en animalerie, ce qui semble signifier que l'on pourra toujours y vendre les rongeurs, les reptiles et les oiseaux, si j'ai bien compris. Mais le gros problème, c'est qu'apparemment, rien de véritablement répressif n'est prévu pour les ventes ou les dons par petites annonces. Alors, il y a des règles un petit peu plus contraignantes au niveau des petites annonces, à savoir que maintenant, dès la première portée que l'on peut faire à sa chienne ou à sa chatte, par exemple, on doit se déclarer éleveur. Donc là, on nous dit on va mieux encadrer les petites annonces. Mieux encadrer, j'avoue que j'ai un gros doute parce qu'on était déjà censé encadrer avant, on n'a rien fait du tout. Je
pense qu'à peu près les 9/10 des annonces, d'après ce que j'ai lu, les annonces concernant des dons d'animaux qui en fait sont souvent des ventes déguisées, les 9/10 sont frauduleuses. Donc, on ne va pas me faire croire que c'était encadré. Donc, mieux encadré, tout à fait franchement, nous sommes quand même très nombreux dans la protection animale à ne pas y croire. Alors, pourquoi je dis aussi que ces annonces de dons sont des ventes déguisées? Tout simplement, la personne va écrire dans sa petite annonce que sa chienne a eu une portée par inadvertance, etc., que c'était vraiment pas fait exprès, mais que vraiment on ne peut pas garder les chiots et qu'on va les donner contre bon soin, qu'on va faire très attention, qu'on y tient, ces chiots, etc. Il y a un client potentiel qui répond à cette annonce, qui va dire moi je veux bien le prendre. Ah mais oui, mais vous savez, on a eu des frais vétérinaires, donc il faudrait quand même nous donner, je ne sais pas, 200, 300 euros. Vous voyez, donc tout ça ce sont des ventes déguisées, hein. C'est donc illégal. Mais pour aller arriver à prendre toutes ces personnes sur le fait, évidemment on y arrive de temps en temps, mais je vous garantis que c'est quand même très rare, hein. Vu la masse d'annonces qui paraissent sur ce sujet-là, vous regardez n'importe quel journal de petites annonces, ou bien sûr maintenant sur Internet, vous allez voir le nombre de petites annonces concernant des animaux, c'est épouvantable. Donc, je ne pense pas que ça change grand-chose à ce niveau-là. Par contre, il y a d'autres mesures, évidemment, qui sont tout à fait dans le bon sens. Par exemple, l'interdiction, je crois que c'est d'ici 3 ans, il me semble, d'exploiter des animaux sauvages dans les cirques. Dans les delphinariums, je crois que c'est dans 5 ans que ça doit être stoppé complètement. Bon, après, on attend de voir la réalisation, hein, on attend de voir la mise en pratique, parce que il va y avoir des problèmes économiques, bien entendu, pour certains centres qui vont devoir fermer ou qui vont devoir se reconvertir. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et puis, il va aussi y avoir le problème de réhabiliter ces animaux, c'est-à-dire de les mettre dans des structures adaptées. Ce sont des animaux, évidemment, qui ne peuvent plus être rendus à la vie sauvage. Donc, il va falloir créer, si vous voulez, des réserves naturelles adaptées à ce type d'animal qui ne peut plus vivre à la vie sauvage et qu'on ne veut plus contraindre à servir d'attraction. Donc, d'où d'ailleurs la durée de 3 et 5 ans que je trouve légitime, hein, de façon à ce qu'on puisse s'organiser. Quel conseil vous donneriez à tout témoin de maltraitance sur un animal? Donc, lorsque vous assistez à un acte de maltraitance, il faut absolument le dénoncer, hein. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des voisins, ce sont des proches, et que donc les gens ont peur des représailles, mais encore une fois, la police et la gendarmerie peuvent tout à fait intervenir. On peut aussi déléguer un enquêteur et les associations de protection animale sont habilitées à déposer plainte au nom de l'animal, ce qui fait que le témoin d'origine, si vous voulez, est en arrière, hein, n'est pas en première ligne. Après, pour arriver à une décision de justice qui mène au retrait de l'animal, c'est un petit peu le parcours du combattant, hein, à savoir que la loi est quand même extrêmement complexe en France, que les policiers et les gendarmes n'ont pas de formation, pas plus que les magistrats non plus d'ailleurs, en ce qui concerne les animaux, ou alors ils l'ont de façon tout à fait volontaire, on va dire. Et donc, il faut arriver à prouver des infractions qui sont dans la loi, des délits, et qui permettent donc de retirer l'animal. Ça peut être ce que l'on appelle les sévices graves, ça peut être les actes de cruauté. Bon, ça, si vous voulez, c'est un petit peu subjectif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui bat son chien, il va falloir essayer de prouver que l'intention de lui nuire est réelle. Bon, ça peut paraître aberrant, il est certain que si on le bat, c'est pour lui nuire, mais bon, c'est pas si simple que ça, en fait, selon la loi, hein. Et donc, ça va être sujet à interprétation.
Donc, l'acte de maltraitance, même s'il semble vraiment sérieux, on le voit de toute façon, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou dans les médias, n'est pas toujours puni à la hauteur de la gravité des actes. Ça, c'est malheureusement le cas, trop, à notre avis. Mais il y a quand même une évolution. Il y a une évolution de l'opinion publique, hein, qui est de plus sensible à la cause animale, tout simplement peut-être aussi parce qu'elle est de plus en plus au courant de ce qui se passe, grâce aux médias. Hein. Et puis, il y a aussi justement le fait que les forces de l'ordre sont elles aussi de plus en plus au courant, hein, et les magistrats de plus en plus sensibles. Tout ça, c'est une évolution de la société qui va dans le bon sens. Hein. Mais c'est aussi dû au fait que justement les citoyens que nous sommes tous, du fait qu'ils sont plus sensibles, eh ben, vont dénoncer davantage. On constate malgré tout, alors peut-être que c'est une conséquence, hein, nous on constate quand même une recrudescence de maltraitance animale. Alors est-ce que vraiment il y a une recrudescence ou bien est-ce que c'est parce que les gens dénoncent plus? Ça c'est difficile à déterminer pour l'instant. Mais malgré tout, on peut quand même penser qu'il y a une recrudescence parce qu'il y a quand même une explosion des abandons d'animaux domestiques là depuis le Covid. Hein. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont pris en particulier un chien ou un chat parce qu'ils étaient confinés, qu'ils avaient besoin d'une petite peluche vivante. Et puis cette peluche vivante, eh bien, au bout d'un moment, elle est devenue encombrante, surtout si c'est un chiot ou un chaton qu'il faut éduquer. Et puis après, on reprend son travail, on reprend ses activités, et puis l'animal devient encombrant. Donc, on peut imaginer que, étant donné que les abandons ont véritablement explosé, la maltraitance doit malgré tout aussi, je pense qu'on peut le dire, augmenter. Et on peut aussi se baser sur les chiffres de la violence interhumaine, hein, c'est-à-dire la violence qui est exercée par un humain sur un autre humain, conjoint, enfant ou passant. Hein, on sait très bien actuellement qu'il y a une recrudescence de la criminalité, des incivilités, etc. Bien sûr, ça va ensemble. Hein. Et il faut savoir quand même que lorsque quelqu'un est violent envers un animal, il y a de fortes chances pour qu'un jour il le devienne sur un humain. Il y a un lien tout à fait évident entre la maltraitance animale et la maltraitance humaine. Quand un dépôt de plainte est soumis aux autorités, que se passe-t-il ensuite? Alors, lorsque le magistrat nous donne l'autorisation de retirer l'animal à son maltraitant, si nous pouvons le prendre en charge en tant qu'association, bien sûr, nous le faisons. Alors, comment ça fonctionne? En fait, notre association, comme je l'ai dit tout à l'heure, a la possibilité de déposer plainte et le magistrat peut nous confier donc la garde provisoire ou définitive de l'animal. Provisoire, c'est en l'attente d'un jugement, et parfois la garde est définitive tout de suite. Ça dépend tout à fait des situations. En tant qu'association de protection animale, donc nous n'avons absolument pas l'habitude d'envoyer nos animaux dans les refuges. Nous avons un certain nombre, plusieurs centaines de familles d'accueil, hein, sur toute la France. Qu'est-ce qu'une famille d'accueil? Donc, c'est une famille, ça peut être une personne seule, ça peut être une famille avec enfants, peu importe, qui est venue vers nous et qui s'est portée volontaire pour accueillir l'un de nos animaux. Alors, évidemment, nous faisons remplir un dossier, nous envoyons un bénévole sur place, hein, chez la famille. Cette personne va s'entretenir avec la famille, va vérifier que les conditions de logement sont adéquates, va remplir un questionnaire, va prendre des photos et des vidéos et va nous renvoyer le dossier. Si le dossier est validé, évidemment, nous rentrons cette famille dans un fichier, par département, par ville, etc. Et selon les désirs de la famille, à savoir, est-ce qu'elle préfère accueillir un chien, un chiot, un chat, un lapin? Est-ce que si c'est un chien, il faut que ce soit un mâle et pas une femelle, parce que la famille a déjà une femelle qui ne supporte pas d'autres femelles, etc. Bon, tous les détails sont consignés. Et lorsque nous avons la garde d'un animal, donc nous nous adressons à la famille, nous lui demandons si elle accepte de prendre cet animal chez soi. Ça peut être quelques jours pour ce qu'on appelle les familles d'accueil d'urgence.
Et c'est très précieux parce que souvent les interventions policières, si vous voulez, sont pas toujours prévues. À savoir que on a un policier ou un gendarme qui va dire voilà, je viens de retirer de l'animal, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez trouver un placement d'association? Auquel cas, en quelques heures, il faut qu'on ait trouvé une solution, à savoir une famille d'accueil et aussi un covoiturage du commissariat ou de la gendarmerie vers le foyer qui va l'accueillir. Et donc, les familles d'accueil d'urgence, c'est très précieux parce que ça nous donne le temps de trouver une solution plus durable d'hébergement pour l'animal. Et ça peut être des familles d'accueil, donc qui conservent les animaux plus longtemps. C'est très variable, ça peut aller d'1 mois à 6 mois, parfois plus, parce que malheureusement, parfois, la décision de justice est très, très longue à arriver. Et donc, dans ce cas-là, nous devons garder l'animal à disposition de la justice parce qu'il arrive que la justice décide de restituer l'animal à celui que nous considérons comme un maltraitant. C'est très rare, mais malheureusement, ça arrive. Donc, voilà ce que c'est qu'une famille d'accueil. Nous prenons, en tant qu'association, tous les frais vétérinaires en charge. La famille, elle, par contre, a à sa charge la nourriture, sauf si c'est une nourriture spécifique qui coûte un petit peu plus cher. Elle nous en fait la demande et nous remboursons les factures ou nous lui fournissons aussi la nourriture. Mais tous les frais vétérinaires, c'est entièrement à notre charge. Et si la famille, à l'issue du séjour, si vous voulez, chez elle, si la famille veut adopter l'animal, elle est prioritaire. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que l'animal est remis sur pattes, si je puis dire psychologiquement et physiquement, parce que quand ils sont sortis de maltraitance, ça nécessite parfois aussi une rééducation avec un comportementaliste. Donc, lorsque l'animal est remis sur pattes, nous proposons l'adoption. Il arrive que nous n'ayons pas de famille d'accueil adéquate. Et dans ce cas, on en a 3 actuellement. Nous avons 3 chiens dans des pensions en attendant de trouver une famille d'accueil qui corresponde à ses besoins. Et ce sont souvent des animaux qui ont vraiment besoin d'être compris, d'être rééduqués. Donc, il faut des familles, si vous voulez, expérimentées, suffisamment patientes, qui puissent prendre en charge l'animal sur un plus long terme. Donc, l'animal est en pension, c'est bien sûr nous qui payons la pension. Et on diffuse périodiquement pour essayer de trouver une famille qui va pouvoir le prendre chez elle et le faire sortir de la pension. Parce que c'est vraiment pas, même si la pension est bien entendu, même s'il y a un éducateur sur place qui s'en occupe, c'est pas du tout comparable à une vie de famille. Et c'est de ça que ces animaux sortis de maltraitance ont le plus besoin. Ils ont besoin de retisser des liens affectifs avec l'humain. Avez-vous des subventions qui vous permettent de régler les frais vétérinaires? Alors, le fait d'assurer le suivi vétérinaire, en particulier des animaux, bon, bien sûr, ça coûte cher. Hein. On a des animaux qui nous ont coûté plusieurs milliers d'euros. On en a certains dont on a sauvé la vie de façon tout à fait indubitable, tellement ils avaient été maltraités. Et nous n'avons aucune subvention. Nous sommes en loi 1901. Et donc, nous vivons presque exclusivement de dons. Je dis presque exclusivement parce que nous avons quand même quelques rentrées d'argent grâce aux adoptions. C'est ce qu'on appelle les frais d'adoption. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut adopter un animal qui est pris en charge par notre association, il y a des tarifs, si vous voulez, ce qu'on appelle les frais d'adoption. Par exemple, 140 € pour un chaton, 250 € adulte, mais ça ne couvre absolument pas les frais. Nous sommes déficitaires sur 95% des animaux. Donc, ce sont nos donateurs qui nous font vivre, très, très majoritairement. Et bien sûr, comme toutes les associations, surtout celles qui n'ont aucune subvention, nous avons en permanence besoin de donateurs. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire que nos donateurs, c'est un énorme avantage, peut déduire de ses impôts 66% de ce qu'il nous donne. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous donne 30 €, il va pouvoir déduire 20 €, ça va lui revenir à 10 €.
Donc, il y a sur notre site, il y a un lien qui permet, enfin, il y a même plusieurs moyens de faire des dons. Et bien sûr, nous envoyons des reçus fiscaux pour que les donateurs puissent prouver aux impôts qu'ils nous ont fait des dons. Mais ce n'est pas seulement d'argent qu'on a besoin, et bien sûr aussi de visibilité. Plus on est connu, plus on a évidemment de possibilités d'intervention. On a très, très envie de développer notre réseau de membres des forces de l'ordre. Là, on a un petit peu plus de 1000 policiers et gendarmes, mais évidemment, ça ne suffit absolument pas. Nous ne sommes pas présents dans toutes les villes et les villages de France. Nous couvrons 95% des départements, ce qui est déjà énorme, mais évidemment, il nous faudrait dans l'idéal un référent, si vous voulez, dans toutes les brigades de France. Ça semble un petit peu difficile, mais comme j'ai coutume de dire, plus on est nombreux, plus on est efficace. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pardon, il nous rend service aussi, un grand service, même ce sont les fameuses familles d'accueil. Si j'ai expliqué tout à l'heure que nous avions parfois des animaux en pension, en attente de familles d'accueil, c'est bien justement parce que nous avons ce manque-là. Et ça vient aussi du fait que nous sommes présents sur toute la France. Donc, c'est difficile forcément d'avoir des familles dans toute la France qui puissent prendre nos animaux en charge, surtout que c'est souvent en plus un petit peu à l'improviste. On peut rarement prévoir. Et donc, des familles d'accueil qui soient disposées à apporter suffisamment d'amour et de patience à ces animaux, encore une fois, qui ont souffert et qui ont besoin de reprendre confiance. Nous avons aussi besoin d'aide au niveau de ce que j'appellerais la modération. Alors, qu'est-ce que c'est que la modération? Ce sont les personnes en fait qui font vivre l'association, par exemple, les personnes qui reçoivent les signalements de maltraitance qui gèrent les dossiers, les personnes qui sont en lien avec les familles d'accueil, qui assurent le suivi vétérinaire, celles qui font partie de l'équipe d'adoption, c'est-à-dire qui mettent les animaux à l'adoption et qui les suivent, qui organisent aussi des visites chez les futurs adoptants, des post-visites à peu près un mois après l'adoption pour s'assurer que tout va bien. Et aussi au niveau de la communication, enfin, nous avons des besoins bien sûr importants dans tous les domaines. Là, récemment, on avait lancé un appel pour nous aider au niveau d'illustration, puisque nous intervenons aussi dans les écoles. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied une mallette pédagogique à l'intention des enfants, parce que la maltraitance existerait moins si les enfants étaient sensibilisés depuis le plus jeune âge au fait qu'un animal, ce n'est pas une peluche, mais un être vivant, avec des besoins qu'il faut impérativement respecter. Donc, on a fait un appel sur notre page et on a une petite étudiante illustratrice qui va nous aider justement à élaborer des supports à l'usage des enfants. Nous avons un partenariat aussi actuellement avec une école de communication dans le même domaine, à savoir des étudiants qui vont étudier un support pédagogique. Et puis, dans ce domaine-là aussi, dans le domaine de la communication, par exemple, nous sommes déjà aussi intervenus dans une école d'officiers de police. Les forces de l'ordre sont-elles formées pour ce type d'intervention? Nous avons rapidement perçu le manque de formation chez les policiers et les gendarmes en ce qui concerne le droit de l'animal. Et nous avons donc élaboré des documents pédagogiques qui sont à leur disposition de nos membres, à savoir des fiches d'intervention, des aides à la procédure, de façon à ce qu'ils s'y retrouvent mieux dans le labyrinthe des différents codes qui régissent la protection animale. Et nos modérateurs policiers, c'est-à-dire ceux qui gèrent les signalements de maltraitance, tous ces dossiers, donc assistent aussi les membres s'ils ont besoin de renseignements, de conseils, etc., sur la façon de rédiger une procédure, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos membres des forces de l'ordre sont réunis, pas tous, certains ne sont pas sur Facebook, mais ceux qui sont sur Facebook et qui l'acceptent
sont réunis dans un groupe qui est totalement privé et ce qu'on appelle masqué, c'est-à-dire que personne ne peut trouver ce groupe pour des raisons de sécurité évidentes. Et du fait que ces policiers, ces gendarmes sont entre eux dans ce groupe, ils se sentent en sécurité, ils sont tous là pour la même cause, à savoir la cause animale. Il y a une sorte d'auto-formation qui s'est mise en place spontanément. Et si l'un d'entre eux a des difficultés pour gérer un dossier de maltraitance animale, il va exposer ce cas sur le mur du groupe et il va toujours y avoir des collègues pour le conseiller. Et ça, c'est vraiment un énorme atout auquel on n'avait pas pensé en créant cette structure, mais qui s'avère, je crois, vraiment très utile et très efficace. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que nos policiers et nos gendarmes sont manifestement heureux d'être là, de se rendre utiles. Ils sont souvent frustrés, on va dire, dans l'exercice de leur métier, un petit peu désabusés. Et le fait de se rendre utile au niveau de l'animal, de sauver éventuellement la vie d'un animal, ça les satisfait beaucoup. Ça apporte de la joie dans leur quotidien. Ce qui est intéressant aussi, ou ce qui pose question, hein, c'est selon, c'est le fait que nous soyons représentés essentiellement en zone urbaine. Et d'ailleurs, beaucoup en région parisienne, plus de la moitié de nos membres, je parle là non pas des adhérents, qui comportent aussi des civils, mais les membres forces de l'ordre. Donc, plus de la moitié sont en région parisienne. On peut se demander pourquoi. Alors, j'ai quelques pistes, mais je ne sais pas si ce sont les bonnes. Hein. Alors, déjà, peut-être que la maltraitance animale est plus visible en zone urbaine, du fait de la promiscuité. Ou bien est-ce qu'on est plus sensible en zone urbaine qu'en zone rurale? Je ne sais pas. Et au niveau de nos membres des forces de l'ordre, peut-être que, étant donné que nous avons beaucoup de jeunes, que beaucoup commencent leur carrière en région parisienne, sans que ce soit, à mon avis, volontaire, ça expliquerait peut-être justement du fait qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup sont en région parisienne, puis retournent en province après, s'ils le désirent, au bout de parfois 10 ou 15 ans. Ça, c'est possible. Et que nos membres des forces de l'ordre n'interviennent que dans le cadre légal, bon ça paraît évident, mais aussi dans leur secteur professionnel précis. C'est-à-dire que ça fait partie de leur service. Un policier ou un gendarme, si on lui relate un fait de maltraitance animale, il se doit, bien entendu, d'en tenir compte, il se doit d'agir selon la loi. La BPA compte sur votre soutien. Elle a besoin de bénévoles, de familles d'accueil, mais aussi de dons financiers. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo.